On va continuer donc avec un retour d'expérience. Je me sens très concerné par ce retour d'expérience parce que c'est de la SNCF. Moi, je vis à peu près la moitié de l'année à Berlin et à chaque fois que je me rends à Paris ou que je rentre de Berlin à Paris, je prends le train. Bon, alors beaucoup du coup, c'est pas que la SNCF, c'est aussi les collègues de la Deutsche Bahn, mais enfin quand même, le train c'est important. Accessoirement, c'est le moyen de transport sur des distances comme ça qui est le plus vertueux. Donc si on a envie de laisser une planète à peu près habitable à nos enfants ou nos petits-enfants, c'est une idée pas complètement déconnante. J'en sais pas beaucoup plus sur leur présentation, mais ils m'ont dit qu'il y avait un peu de souveraineté, du Kubernetes, ça m'a pas trop étonné. Je sais pas s'il y aura du Kubernetes dans les trains, mais ils vont nous en parler plus en détail dans les minutes qui viennent. Messieurs, c'est à vous. Merci Jérôme. Kubernetes dans les trains, c'était une autre presse que j'ai fait à 10h15, mais 10h30. Là, ce coup-ci, je vais vous donner un peu de contexte sur la SNCF, même si tout le monde connaît et probablement un avis sur la SNCF, puisque vous avez été probablement au moins une fois l'un des 10 millions de voyageurs sur nos 15 000 trains quotidiens. Le SI de la SNCF, lui, est largement méconnu. Un SI géré principalement par ISNCF Solutions, une direction dont je fais partie, un des 1800 collabs, qui gère tout ce qui est informatique et transverse à la SNCF. Que ce soit la fourniture de matériel pour les agents, la connectivité des sites, la gestion du SI Group, un SI qui compte environ 2000 applications hébergées dans 4 data centers et 3 cloud providers. Et au sein duquel, depuis 2018, une petite équipe d'ingénierie tente de révolutionner les usages à coup d'open source, de technologies cloud natives et de galettes des rois. Le très originalement nommé service conteneurisation, c'est aujourd'hui une équipe de 14 experts, dont nous 3 faisons partie, en charge de l'hébergement et de l'accompagnement de presque maintenant 30% de ce SI, dans les joies des montées de version infra triannuelles et haute CVE critique des zéros. Et un service résolument cloud first, parce que le on-prem dont on va parler aujourd'hui, il a représenté moins de 10% des clusters Kubernetes gérés par l'équipe pendant presque 8 ans. On comptait encore 200 clusters cloud contre 7 on-prem en juin dernier. Et heureusement, c'est une tendance en train de... Ah, j'ai pourri le clic. C'est bon. Une tendance, heureusement, en train de s'équilibrer depuis maintenant 6 mois grâce au super boulot de Mathieu et Étienne, à qui je vais transmettre la parole sous peu, afin qu'il vous explique comment on a persisté et itéré plusieurs années pour mettre à dispo de nos clients internes une stack on-prem aussi automatisée et intégrée que celle de nos clouds. Alors vous devinerez peut-être, à leur code couleur, l'identité des 2 principaux clouders. De toute façon, ce sera révélé à la fin, sur lesquels se répartissent nos 200 clusters cloud. Et la cible là, ça représente schématiquement ce qu'on attend, non pas en termes de features, mais en termes de capacité de gestion à l'échelle et d'automatisation des différentes composantes d'une stack cloud native chez nous. Ça nous suivra tout au long de la présentation à droite, avec en rouge la partie on-prem et sa capacité de couverture, à commencer par RKE2. À toi, Étienne. RKE2, alors c'était mon premier bébé quand je suis arrivé à la SNCF. On devait, comme l'a dit Yann, commencer à faire du cube on-prem. Et donc on s'est dit, ça a l'air super facile, on va suivre la doc, sûrement que des tas de gens l'avaient fait, mais en fait, pas du tout. C'était compliqué, on a eu plein de problèmes organisationnels, techniques. On a dû traiter avec un OS générique qui n'était pas du tout compatible avec ni Kubernetes ni RKE2, il a fallu broder autour. Pour le déploiement, on n'avait pas le choix, du Ansible plus du Terraform, et en plus de ça, il fallait faire du airgap et bosser dans une DMZ. Donc c'est un peu fait des nœuds au cerveau, évidemment. Et au final, 1 an de dev pour avoir quelque chose qui roule, 1 mois pour livrer un cluster, un RACI, pas piqué des hannetons, il est un peu compliqué. Et pour un cluster, c'est un défi plus une feuille de calcul Excel. Et à la fin, on a donc 7 clusters en 4 ans. Alors, ils tournent toujours, les clusters, mais ils sont tellement rigides qu'on a dû se décider à chercher mieux pour pouvoir passer à l'échelle. Et pep-up,
Et merde. Alors je reviens en arrière. Voilà. Oh punaise. C'est l'effet démo, pardon. Et du coup, voilà, à la fin, on garde Terraform, mais on a opéré un switch sur une petite nouveauté dont Mathieu va vous parler. Tiens. Donc là, c'est la première refacto de notre projet on-prem, avec comme nouveauté OpenStack, qui nous permet de consommer librement l'infrastructure. En revanche, côté stack Kubernetes, on est toujours sur du RKE2 et sur un OS maintenu par la SNCF. C'est plutôt intéressant, mais ça nous pousse à aller chercher un nouvel OS. Petit retour rapide sur l'histoire. Au début de cette aventure, on a cherché une nouvelle distrib-cube qui a été RKE2. Puis, quelques années plus tard, on s'est dit, notre problème, c'est l'OS. Donc, on va chercher un OS immuable, un OS flexible qui va répondre à ce qu'on cherche pour manager les nœuds de nos clusters. On a étudié quelques solutions, parmi elles Talos et Keros, mais en toute franchise, les résultats donnés par Talos nous ont rapidement convaincus. Flexible, sécurisé by design, etc. Une mise en œuvre extrêmement rapide, et puis, comme on le voit, une petite cote de popularité par rapport aux autres solutions. Maintenant qu'on a notre OS, on va être sur un schéma organisationnel qui va être proche de celui du cloud, c'est-à-dire autonome sur la partie infrastructure, sur la constitution même de notre cluster, et juste les teams application et supervision en complément. Donc on va monter cette architecture, donc je vais vous l'expliquer, non je plaisante, on va rester sur quelque chose de plus simple aujourd'hui, donc un cluster plutôt classique, avec un contrôle plan, des node pools et une toute petite verrue orange, alors j'ai rien contre Ubuntu, mais comme on a beaucoup cloisonné en fait d'un point de vue réseau nos clusters, il nous fallait cette machine d'outils pour démarrer les clusters. Maintenant, la solution est plutôt bonne. Il y a un control plane qui est robuste. On a la capacité de faire du swap and replace de machines, donc l'OS répond à nos exigences. On est autonome dans la consommation de l'infra, mais ça a été apporté majoritairement par OpenStack. Et enfin, le déploiement est plutôt rapide. Mais au niveau automatisation, en fait, le rolling upgrade, il est automatique, il n'est pas tout à fait mature. Le day 2, il est encore géré par cette machine outil. Et donc, on va essayer de répondre à ces problématiques à travers la prochaine itération. Ah non, reviens en arrière. On a fait une slide en trop. Du coup, comme vous l'avez compris, on faisait du day 2 avec des scripts, mais c'était pas fou, surtout si on veut aller à l'échelle. Et c'est le moment où, côté cloud, puisque les copains faisaient déjà du cloud avant nous, ils ont mis en place un Argo CD. Un Argo CD dans lequel nous, on s'est embarqué. Et voilà, du coup, on s'est embarqué dedans et on est dans le même bateau et on fait du GitOps. Étape suivante. Alors, du coup, on s'est créé un cluster de management pour porter notre Argo. Ce cluster, il est central. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut gérer tout le parc d'un coup. Il y en a une CVE, tu gères tout le parc. On n'a pas d'agent. De ce côté-là, on est tranquille. Il est autoporté, donc le Argo qui est sur le cluster de management, il s'autogère. C'est lui qui se met à jour son propre day 2. Et on a suivi, on a surtout honteusement pompé ce qu'ils ont fait côté cloud. On a suivi le pattern app of apps. Et du coup, on embarque là-dedans tout ce qui touche, entre autres, à la CNI, au CSI, au monitoring, à la security. Et en faisant ça, on se rapproche presque, d'où le presque, c'est important, de ce qui se passe côté cloud. Mais comme on n'est jamais content, et parce qu'il y a un presque, on a voulu aller plus loin. Mais il y a un petit détail avant que je passe à la suite. Vous avez vu la verrue dont parlait Mathieu, elle est devenue toute grise. C'est parce qu'en fait, on en a de moins en moins besoin, parce qu'elle ne fait plus le day 2. Mais elle fait encore un petit truc qui va disparaître après. Et c'est là qu'intervient un petit nouveau.
Alors, ce qui nous manquait vis-à-vis du cloud, c'était l'auto-scaling de Node, parce que jusqu'à présent, comme c'était du Terraform, c'est ultra statique, c'est une ressource, une VM, un nœud. Quand tu veux scaler, c'est vite compliqué. Et du coup, c'est Cluster API qui nous amène ça. Cluster API, c'est le petit copain avec les tortues qui jouent là. Et du coup, on a ajouté Cluster API. Et du coup, non, je suis allé plus loin. Et du coup, jusqu'à présent, c'était bien donc Terraform qui faisait le day one. Il nous apporte notre auto-scaling. Ça, on en a parlé. On a l'avantage maintenant de pouvoir faire de l'auto-healing de nœuds, ce qui n'était pas le cas avant. Ça pétait une alarme, mais il fallait la relever. On peut gérer nos clusters de manière déclarative. Avant, ce n'était pas le cas. L'avantage de Cluster API aussi, c'est que c'est un opérateur. Donc, il est capable de gérer le cycle de vie de tous les providers de manière automatique, montée de version, downgrade. Et donc, nous, on a choisi de se dire, on va dire, provider d'infrastructure, c'est OpenStack. Provider de control plane, c'est Talos. Provider de Bootstrap, c'est Talos. Ça reste dans la veine de ce qu'on s'est dit juste avant. Et du coup, ça c'est le top du top. Le pet est mort, vive le cattle. Quand on a une VM qui est morte, on la tue, elle revient toute seule, que ce soit côté OpenStack ou que ce soit carrément côté Cluster API. Et la petite croix qui apparaît, vous avez vu la verrue de tout à l'heure, elle est carrément plus là, on n'en a plus besoin, puisque la dernière chose qu'elle faisait, c'était démarrer le cluster, mais maintenant c'est Cluster API qui le fait. Mais on a quand même eu quelques petits problèmes, mais c'est Mathieu qui va vous en parler. En effet, donc parmi les petites problématiques, il y a l'installation des providers. On essaye de gagner du temps partout dans la mise en œuvre, dans l'automatisation, et mettre en œuvre un provider, ça nécessite les deux petits fichiers que vous voyez, component et metadata, pour les mettre à disposition de Cluster API. Ces deux fichiers-là, on doit les mettre dans un config map. Dans 90% des cas, il faut compresser. Je vous laisse imaginer la galère à automatiser. Donc on s'est posé la question sur la capacité de Cluster API à fonctionner avec autre chose. Et on a pu voir que Cluster API était capable de fonctionner avec des OCI. On a cherché assez rapidement une solution et on est tombé sur Horace. Et en fait, Horace va nous permettre de créer des OCI à partir de ces deux petits fichiers, de stocker dans Arbor cet OCI et de faire en sorte que notre Cluster API interroge Arbor pour récupérer la configuration de ses providers. Du coup, on a une solution de déploiement automatisé de notre cluster de management. Autre petite nouveauté, entre guillemets, c'est qu'on a un seul fichier qui définit la structure de nos clusters. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est de rationaliser les moyens et les coûts. Et en fait, on s'est dit de quelle manière on pouvait réutiliser ce fichier pour déployer nos clusters via du GitOps. Donc on a créé un mchart. Donc c'est le moteur de templating qu'on a choisi, car il nécessite juste un fichier en entrée, et on peut réutiliser le fichier HCL avec une simple conversion pour qu'il soit en entrée de ce mchart, et que ces manifestes soient déployés par Argo CD. Le dernier maillon de la chaîne va vous être expliqué par Étienne. Du coup, il nous reste un dernier composant, voilà ce qu'il vient de dire Mathieu. Tout à l'heure, on a dit que notre Argo CD, il déployait le day2, sauf que quand on a un Argo CD central, pour qu'il puisse avoir les droits sur les clusters managés, les clusters enfants, il lui faut des credentials qui sont dans un secret. Jusqu'à présent, ce secret, on le crée via Terraform, mais vous l'aurez compris, ce Terraform, il est bien statique, c'est un peu compliqué pour aller à l'échelle. Du coup, merci, c'est mieux que la télécommande. Du coup, c'est un peu de Go plus tard, et on se dit, on va créer notre contrôleur qui s'appelle Capix. C'est mon deuxième bébé, depuis que je suis à la SNCF, on va dire. Alors, il a un rôle tout simple. Le premier, c'est qu'il va scruter les secrets créés par le provider control plane de Talos. Et dans ces secrets, il y en a un où il y a le kubeconfig superadmin du cluster enfant. Et dès qu'il apparaît, il va en extraire des infos. Et derrière, il va forger un secret que Argo peut comprendre. Et il va le déposer dans le namespace d'Argo. Parce que vous l'avez vu, les deux sont sur le même cluster. Et en le déposant dans le namespace d'Argo, Argo il va se dire tiens, j'ai du day2 à déployer, et il va déployer le day2 qu'on a décrit tout à l'heure. L'avantage, c'est que c'est un contrôleur.
et comme un contrôleur Kubernetes classique, donc il est capable de réagir aux events de Kubernetes, donc création, destruction, mise à jour, tout ça tout seul, hein, on a suivi le SDK qui va bien, et ce qui en fait une interface automatisée et un peu propre entre Cluster API et Ergo. Du coup maintenant, quand on crée un cluster, pouf, ça va du début à la fin, tout seul. Et, spoiler alert, il est bientôt open source. Et je laisse la place à Mathieu pour le résumé de la petite histoire. Merci Étienne. Donc, ce petit résumé, c'est ce processus de déploiement qui est maintenant le nôtre. Donc, comme je l'expliquais, un fichier en entrée, qui est en l'occurrence un HCL, qui comporte environ 200 lignes, dont 20 vont changer à chaque cluster. Ça constitue en fait la structure de notre cluster et les informations qu'on va stocker en CMDB. Ce fichier va être lu donc par Terraform pour déployer notre landing zone côté OpenStack et générer le template, les manifestes à travers le templating Helm dont je parlais juste avant. Argo CD va faire son travail, pousser ses manifestes à destination de Cluster API, qui va s'appuyer sur OpenStack et Talos pour déployer notre cluster. Enfin, comme vient de l'expliquer Étienne, Capix qui va nous permettre de créer donc l'interaction finale post-déploiement, qui va nous permettre, côté Argo, de faire descendre tout le day-to sur notre cluster nouvellement créé. Et oui, et dernière petite phrase, effectivement, mis à part Terraform, tous les autres éléments sont sur notre cluster de management. Voilà. On va vous présenter une petite démo qui a été enregistrée pour pallier à la loi de Murphy, entre autres. Et donc, cette démo va s'appliquer sur ce cluster qui est affiché là. Donc, rien de bien spécifique, deux node pool, un TGV et un Michelin. Il va un peu moins vite, celui-là. Et notre objectif sur cette démo, ça va être de faire, non pas une création, mais quelque chose qui nous sort de la panade assez régulièrement au quotidien, donc un upgrade. Et on va faire un tout petit upgrade, c'est-à-dire qu'on va faire un upgrade de K8S, on va faire un upgrade de l'OS, on va augmenter le nombre de machines du node pool Michelin, et on va changer les gabarits du node pool Michelin. Tout ça en même temps. Donc on a préparé dans la vidéo, on a préparé un peu le terrain, on va démarrer un petit peu après le début des événements, à partir du moment où on a créé une merge request qui va nous permettre d'identifier les écarts. De quoi ? Donc là, c'est l'état initial de notre cluster. En version 1.11.6 et 1.34.3, on va le passer en 1.12.1 et en 1.35. Vous pouvez voir, comme je l'ai expliqué, cette merge request qui nous permet de fiabiliser les changes et d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact qui va se poser sur nos clusters. Je fais défiler, mais tout ce que je vous ai expliqué auparavant va être là. On va aller merger et puis on va immédiatement aller voir côté Argo CD ce qui se passe. On voit qu'il y a des éléments qui bougent, donc majoritairement des objets qui vont être patchés pour Cluster API. D'autres éléments vont être créés, et on va le voir avec des petits encarts a few seconds. Donc ça, ce sont des éléments qui sont créés parce que des éléments parents ont été patchés. Et c'est le cas particulier des machines comme celle-ci. Maintenant, je vais laisser la parole à Étienne pour la partie préférée, le terminal. Donc on arrive dans le terminal, un truc de barbu. On va scruter les objets machines, donc ce sont des objets avec Cluster API, qui sont en train d'évoluer suite à l'action de Mathieu. Et si vous regardez, il y en a une qui s'appelle MH29C. C'est exactement la même que celle que Mathieu vous a montrée. Et elle est en train d'évoluer. Et voilà, donc on a un premier contrôle plan qui a changé de version. Là, on a un deuxième contrôle plan qui est en train de disparaître. Vous avez vu, ça fait +1, -1, +1, -1. Ça va continuer comme ça un petit moment. Là, on utilise une autre commande qui est la CLI CAPI, Cluster API, qui nous montre d'autres infos différentes. On voit notamment le scaling down, on voit le waiting for bootstrap data. Retenez bien qu'il y a le waiting for bootstrap data, vous allez voir, on la relance. Et là, il n'y a plus, ça veut juste dire que la VM qui avait ce statut-là, elle a eu ses données de bootstrap, donc elle est en train de démarrer, de s'intégrer au cluster. Et ainsi de suite, on continue, on va retourner watch les différents objets.
Vous allez voir, le watch arrive. Donc là, ça va assez vite, pareil, ça évolue. On a encore un contrôle plan qui est en train d'arriver, il est en provisioned. Et au fur et à mesure, ils vont finir tous par être en 1.35 et en 1.12. Et peu de temps après, il va se passer que Michelin et TGV, ils vont... Ah là, c'est parti. Ils vont commencer à évoluer. Donc là, on devine un max surge, du coup, avec Michelin qui fait plus de haut d'un coup. On voit qu'il y a TGV aussi qui a fait plus 1. Là, ils sont tous en état provisioned. Et au bout d'un moment, si tout va bien, mais bon, c'est une vidéo, j'espère qu'on ne s'est pas planté, ils vont passer en état running pour TGV, en état running aussi pour... C'était pour Michelin. Là, on revient à l'autre vue, on voit une notion de draining, c'est pas mal, on est capable de voir qui drain, mais quel pod il est en train de drain. Là, on va voir que la machine, elle passe en état deleted, et tout ça, ça évolue, ça se fait tout seul, là, on n'a rien fait, on a juste filmé. Et finalement, au bout d'un moment, tout le monde est à jour. Là, il en reste un seul côté TGV qui est en état deleting, il était en 1.6, il est plus là. Maintenant, tout le monde est en 1.12, tout le monde est en 1.35, on n'a rien vu passer. Pas de coupure de service, et en 15 minutes, on a tout mis à jour. La CLI CAPI, elle dit que c'est ouvert, tout va bien. Là, on va switch sur le cluster managé, le cluster qu'on nous on appelle projet. On va afficher tous les nœuds, et tout le monde est vivant. Et le plus vieux, il a 14 minutes, donc voilà, 14 minutes. On a remplacé tout le monde, tous les nœuds, en 14 minutes. On va lister tous les pods, ils sont tous running. Alors, il y en a quelques-uns qui ont des restarts, mais on est sur du cube, hein, c'est normal, il n'y a aucun problème. On scrolle jusqu'en haut, et il n'y a pas de surprise, tout va bien, tout le monde est vivant. Et on arrive à la fin de la démo. J'espère que ça vous a plu. Puis c'est Yann qui va faire la petite conclusion de notre aventure. Merci. Et bon, slide obligatoire qui plaira aux amateurs de technologie. Voilà le détail de la couverture technologique et de la capacité de gestion à l'échelle des clusters qu'on gère aujourd'hui sur nos 3 stacks réellement cloud native. Mais ces choix technologiques, qui peuvent paraître logiques, discutables, ça dépend. Ils sont difficiles à juger a posteriori. Parce que c'est bien l'itérativité du cheminement que Mathieu et Étienne vous ont présenté aujourd'hui qui a permis de produire en architecture d'une solution on-prem aussi complète que celle de nos clouds dans un SI comme celui de la SNCF. À la fois pour des raisons historiques d'infra, on a parlé d'OS, d'organisation, et des problématiques de réglementation. Parce que même si la cible de demain, c'est... Oh, mauvais clic. Voilà, la cible de demain, c'est de faire disparaître cette offre de droite basée sur RKE2 et d'avoir une croissance importante de notre offre on-prem pour arriver à atteindre un équilibre de 70% cloud, 30% on-prem à l'image de celle du reste du SI. La stack RKE2, quand même, avec ces 7 clusters, c'est la première pierre sur laquelle s'est bâtie la stack réellement cloud native. Et que malgré ses limitations, aujourd'hui, elle est restée, elle est toujours présente, elle est restée maintenable, elle est restée fonctionnelle durant les 4 ans qu'il a fallu pour produire sa remplaçante. Et c'est tout pour nous. Je pense que nous avons quelques minutes pour les questions. Merci à tous. Il n'a pas encore posé la question. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question par rapport à ETCD. Est-ce que vous utilisez un ETCD externe ou il est interne? Non, c'est celui de Talos. Talos, il propose son propre ETCD, puis il le gère de manière assez intelligente, donc on ne s'est jamais posé de questions. Il n'est même pas en pod d'ailleurs, il est caché dessous. Donc tout ce qui est persistance de data dans ETCD, au moment de votre upgrade, il récupère, il arrive à gérer les données, les exporter. Il fait tout. D'accord. C'est même pas Capi qui gère, c'est Talos qui gère ça. D'accord, merci. Oui, j'ai une question concernant le provider Talos de Cluster API. La dernière fois que j'avais discuté avec eux, ils me disaient que eux, ils s'orientaient vers leur propre solution plutôt de gestion de cluster, qui n'est pas open source à ma connaissance. Voilà, quel est votre roadmap par rapport à ça? La roadmap, elle est en train, entre guillemets, de se construire. Donc, en effet, ils ont leur solution qui s'appelle Omni,
Aujourd'hui, leur provider est open source, mais entre guillemets abandonné. Donc, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de le faire évoluer. On veut voir, en tout cas au moins estimer le coût de le reprendre et de le faire évoluer pour suivre Cluster API. Merci à tous. Merci à vous.